Bonjour, c'est Sami Bougara sur la chaîne YouTube Sami Bougara de Classique au Quantique. Je vous salue de la Tunisie. Notre épisode d'aujourd'hui, nous essayons de mettre en évidence les trois lois de Kepler et essayer de résoudre ou bien de donner une résolution sur l'équation de Kepler, l'équation transcendante de Kepler. Si vous écrivez sur le Google, vous cherchez l'équation de Kepler, vous trouvez donc la série de Fourier, vous trouvez la résolution avec les équations de Bessel. Donc il y a beaucoup de méthodes pour résoudre cette équation. Ou bien la méthode de Newton, une suite récurrente sur la méthode de Newton. Nous essayons aujourd'hui de définir une autre résolution sur les suites, avec les suites récurrentes, la convergence d'une fonction d'angle, ou bien c'est une fonction récurrente sur les angles. Et voilà, donc on va présenter une résolution de l'équation de Kepler avec une autre façon qui est plus simplifiée que la résolution de Picel ou bien de la série de Fourier. Donc, ou bien, cette méthode est inspirée de la suite de Newton. Donc, notre problème consiste à expliquer et simplifier ces résolutions. Voilà, c'est ça le principe de notre science de la physique, de la science sur la chaîne YouTube de classique au quantique. Donc, on commence par Kepler, les trois lois de Kepler, puis l'équation transcendante de Kepler. Mais je vous propose pour les gens qui ont déjà oublié les fonctions, les séries de fonctions, les convergences simples, les convergences normales, je vous propose de faire une petite révision sur ces types de fonctions, types de convergence, parce que l'on va demander un tel type de convergence. Voilà, on commence sur les équations de Kepler. Donc voilà, on commence avec les lois de Kepler. On va commencer avec la première loi de Kepler. La première loi de Kepler. Kepler affirme que les planètes gravitent autour du Soleil sous des formes elliptiques. Sous des formes elliptiques dont le Soleil occupe l'un des foyers. Donc vous voyez, comme illustre ce schéma, le Soleil occupe l'un des foyers et la planète gravite tout autour en forme elliptique où vous avez un grand axe et un petit axe. Ceci est la première loi de Kepler. La deuxième loi de Kepler, c'est la loi des surfaces ou bien loi des airs. Que veut dire la loi des airs? Kepler affirme, ou bien avec des mesures, donc il a démontré que lorsque vous avez une planète qui, pendant une période T, c'est-à-dire un jour, 2 jours, 4 jours, 5 jours, un mois, donc si il gravite ou bien il va balayer une surface S pendant un mois, c'est encore la même pendant un autre mois, ou bien un autre jour, ou bien un autre laps de temps. Donc, vous voyez, le grand triangle et le petit triangle sont la même surface si vous avez des laps de temps balayés dans lesquels sont balayés ces deux triangles sont égaux. Donc, c'est la deuxième loi de Kepler. Il y a une chose qu'il faut affirmer, que Kepler affirme que les planètes tournent autour du Soleil en forme plane, en forme d'ellipse et plane. C'est ça la deuxième loi de Kepler. La troisième loi de Kepler est très intéressante. Qu'est-ce qu'affirme Kepler? Affirme que lorsque vous avez une planète où toutes les planètes ont des formes elliptiques dans leur trajectoire, lorsque vous divisez le A cube, le grand axe au cube, sur la période au carré, vous trouvez une constante avec A, le demi-grand axe de l'orbite, T, la période de révolution, K, une constante. A cube sur T carré est une constante, mais en fait n'est pas exactement une constante. Je fais un petit tableau dans mon livre, donc on va attaquer plus tard l'importance de A cube sur T carré, mais
avec des calculs pour les planètes, A cube sur T carré n'est pas exactement une constante. Voilà, donc ce tableau illustre les calculs. Vous avez Mercure, lorsque vous avez divisé le A cube sur T carré pour Mercure, par exemple, 3, 36, 2, 7, 0, 2, 1, 4, 6, 10 puissance 18. Il y a des incertitudes. Vous avez des grandes valeurs, donc n'est pas exactement une constante, mais Kepler affirme l'inverse. Le t carré sur A cube est très proche de zéro et est une constante. Dans le système international, vous avez A cube sur T carré égale à 3, 36, 27, 0, 1, 12, etc. Mais pour chaque planète, on n'obtient pas une même constante. Pour le Mercure 3, il y a des incertitudes sur en sixième terme. De même pour Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Donc vous avez beaucoup, il y a des incertitudes ou il y a des incertitudes très grandes. Donc on ne va pas aborder ce problème maintenant, mais il y a un grand problème là-dedans. A cube sur T carré n'est pas exactement constante. Et avec celle-là, avec une A cube sur T carré, on peut mesurer les masses des planètes avec cette variation, ces petites variations, ces incertitudes sur le A cube sur T carré pour les planètes avec lesquelles on va mesurer les masses des planètes. Donc on va voir ceci très loin. Donc maintenant on va attaquer maintenant. Oui, maintenant, on va attaquer la résolution de l'équation de Kepler. Donc, nous essayons de faire, donc tracer ou bien mettre une forme elliptique ou bien tracer une forme elliptique qui présente le mouvement d'une planète P. Voilà, un mouvement de planète P. Et le foyer, l'un des foyers est le Soleil ici. Et vous avez un petit x et un petit y. Et comme vous savez, l'équation de l'ellipse x carré sera carré plus y carré en forme cartésienne. Donc notre problème est de chercher la surface balayée par la planète. Donc S de x, vous voyez, donc S de x, la surface en x, est définie la surface balayée par la planète à partir de point A. À partir, il a fait un départ on a de A vers la position P. Nous essayons de chercher cette surface en fonction de x. Avec un peu de calcul, donc un peu de calcul, la surface Sx est donnée sous la forme 1 demi fois A fois E, fois entre parenthèses A fois AE plus x fois y, plus l'intégrale de x à A, y de t dt. Donc ici, ici le y de x est égal à, c'est une forme elliptique, donc une équation bien définie. Y de x est égal à, comme étant une fonction f de x. Donc on a évité le f de x, mais on écrit y de x égale à b facteur de 1 moins x carré sur a carré, la partie positive. Donc on va calculer la partie positive, et comme vous savez très bien, donc par symétrie, on peut tirer l'autre partie. Donc un peu de calcul sur le dérivé, donc un peu calcul sur le dérivé, on a abouti à une dérivée égale à quoi? Une dérivée de s de x par rapport à x égale 1 demi y plus 1 demi a e plus x fois y prime plus moins y. De fait que y égale à y prime égale à moins b sur a carré fois x sur racine de 1 moins x carré sur a carré, on aboutit en fin de compte avec un peu de calcul. Donc un peu de calcul, j'essaierai un peu le calcul ici. Donc s' de x égale à 1 demi fois ae plus x fois moins b sur a carré x sur racine de 1 moins x carré moins 1 demi fois entre parenthèses b fois racine de 1 moins x carré. Finalement, avec des simplifications, finalement, on aboutit à S' de x égale à moins b sur 2a fois x, entre parenthèses, xe plus a sur racine de a moins x carré sur a carré. Sachant que S' de x égale à quoi, en fait? S' de x, c'est ds sur dx. C'est le dérivé. Le dérivé de la surface en fonction d'x, c'est en fait ds sur dx. Si on prend un paramétrage de l'ellipse, vous savez très bien l'équation paramétrique d'une ellipse est de la forme x égale à cos alpha et y égale à b sin alpha. Donc dx égale à moins a fois sinus alpha d alpha. Donc ds sur dx égale à un peu de calcul égale à moins b sur 2a fois a cos
cos alpha fois E plus E sur la valeur absolue. Pourquoi les valeurs absolues? Vous avez donc, si on élimine un carré, on obtient, car vous avez ici, en dénominateur une racine. Donc, signifie que d dx égale à quoi en fait? Moins a sinus alpha d alpha fois moins b sur 2a fois cos alpha fois E plus a sur sinus de alpha en valeur absolue. Alors ds sont finalement avec des simplifications, on aboutit en faisant un peu de calcul. ds égale à a fois b sur 2 fois entre parenthèses a1 plus e fois cos alpha d alpha. Or alpha égale à quoi? Alpha égale à alpha de t, mais alpha est une fonction de t encore, donc d alpha égale à alpha près de t fois de t. Si on calcule en faisant notre dérivée par rapport à t maintenant, on divise ds par dt, on obtient a s' de t, on obtient, c'est très important, on obtient s' de t égale à s' de t égale à a fois b sur 2 fois entre parenthèses alpha prime de t plus e fois alpha prime cos alpha prime de t. Très important ici. Le problème, mais le s' de t égale à celle-là. Donc, une primitive simple, s de t, c'est a fois b. Cette fonction est très simple à chercher son primitive. Donc, s de t égale à a fois b fois, entre parenthèses, alpha de t plus e fois sinus alpha de t, puisque vous avez ici le terme alpha prime cos alpha prime. Donc, on a cos alpha de t, je m'excuse. Là-dedans, c'est une faute de frappe. Alpha prime cos alpha de t. Donc, son primitif, c'est le s de t fois s de t égale ab fois alpha de t plus e fois sinus alpha de t. Donc, on admettre la loi de Kepler, ds sur dt, le dérivé de s par rapport. Qu'est-ce que l'affirme Kepler? Il affirme que la vitesse aérolaire est une constante, c'est-à-dire ds sur dt égale à la vitesse moyenne. Mais la vitesse moyenne à quoi est égale? Égale à la surface totale de l'ellipse divisée par la période t, donc constante. Voilà, on aboutit en fin de compte qu'à une constante surface totale sur période, ce qui donne S de t égale, ce qui donne quoi? Que S de t est égal à oméga d. Puisque dérivé, puisque la vitesse aérolaire est une fonction, est une constante, la vitesse aérolaire en fonction de temps. Donc, c'est-à-dire, S de t est une fonction linéaire avec les conditions initiales, la surface est nulle en 0, donc à l'instant t0 égale à 0, donc on aboutit finalement à alpha de t plus e sinus alpha de t égale à 2pi sur t fois t. Mais alpha, c'est quoi? C'est une forme de paramétrage. En équation de Kepler, l'alpha de t s'appelle l'anomalie. Il y a un grand problème donc pour expliquer cet alpha, c'est un paramétrage. Donc il est un peu délicat d'expliquer. Mais pour nous, donc, du point de vue mathématique, alpha de t, c'est une quoi? C'est un paramétrage d'une forme elliptique, d'une ellipse. Cette équation s'appelle l'équation transcendante. Soit f une fonction de t, solution dans une équation de la forme, vous voyez, soit f de t, on suppose qu'il existe une solution, donc f de t plus une solution f de t plus e fois sinus f de t égale à t, a fois t. Donc, f de t est une solution qu'on le calcule par le passage de limite. On va démontrer ici dans mon livre, donc j'ai essayé de démontrer la solution, la convergence de la fonction f de t égale à f de t plus e sinus f de t égale à phi de t avec phi de t égale à quoi? À t. Donc, on va proposer une suite, soit on se pose fn suite définie par fn plus 1 égale à phi de t moins e sinus de f de t. Cette suite elle est convergente, donc normalement convergente puisqu'elle est encadrée fn moins les suites de Cauchy. Donc avant tout, on peut démontrer que c'est une suite de Cauchy, donc ils convergent. Et la solution Fn moins, elle est encadrée, la solution Fn
Fn moins f de t, la solution, il est inférieur ou égal à e puissance. E n'est pas le constant d'exponentielle, mais E, c'est l'excentricité. Je dis bien E, l'excentricité. Fn de t moins f de t, il est inférieur ou égal à E puissance n avec E, l'excentricité. N'est pas l'exponentielle. Ce n'est pas E puissance 1. N'est pas le nombre de Euler, E puissance 1. Non, c'est l'excentricité. On va démontrer cette fonction cette fonction, la solution est de la forme f de t égale à at moins e sinus de t. La fonction est dérivable. On démontre qu'elle est dérivable puisqu'elle converge. Elle converge. Fn suite converge simplement vers une fonction. La suite Fn définie précédemment et converge simplement vers une fonction f car elle converge normalement. Et deuxièmement, la descente dérivée converge normalement. Donc on obtient une convergence de la dérivée avec cet encadrement. Vous voyez, donc on peut encadrer f' de n plus 1 moins g de t. Avec g de t, la fonction dérivée. Donc on obtient une convergence. On va appliquer ceci au mouvement des planètes. On va appliquer ceci au mouvement des planètes. On aboutit à une solution comme ça. Donc la solution de Kepler, Fn plus 1 égale f de t moins sinus de Fn de t. Vous voyez ici, il y a une petite astuce, ou bien l'astuce ici, c'est lorsque vous avez Fn de t est une kpi, si, vous voyez, si t égale à k fois t sur 2, k fois le période t sur 2. Donc f0 de k, f0, la première fonction, est égal à kpi, et fn de k fois t sur 2 égale à kpi. Donc, par convergence normale de fn, alors la fonction f égale à la limite de fn égale à kpi encore lorsque t égale à la fonction limite f égale à la limite en plus l'infini, égale à kpi égale à t fois k sur 2. Ça signifie f de kt égale à 0. Et f' donne quoi? F' égale à oméga fois 1 plus e exponentielle fois e, l'excentricité, fois moins 1 puissance k, le tout puissance de moins 1. Le problème ici, le fait que de dire la planète est au périhélie, c'est-à-dire aux positions près du Soleil, périhélie. Donc K impair, ce qui implique que f' de kt sur 2 égale à oméga sur 1 moins e. Lorsque la planète, le fait de dire que la planète est à Élie, donc K hyper, et on a f' égale à oméga fois 1 sur 2. La vitesse instantanée, comme la vitesse instantanée, v de t est définie par v de t égale à moins a f' de t sinus de oméga t, ce qui est plus fois i plus b fois f' cos f de t fois j. On obtient ici, très important, on obtient la norme de la vitesse b de v4 t sur 2 égale à b oméga fois 1 plus e puissance moins fois moins 1 puissance k, le tout puissance moins 1. Si k est impair, la planète au périhélie, c'est-à-dire proche du Soleil, donc on arrive à la vitesse de périhélie égale à b oméga fois 1 moins e puissance moins 1, or b égale, avec un peu de calcul, on obtient vitesse de périhélie égale à 2pi fois a sur t fois racine de 1 plus e sur 1 moins e. Si k perd, la planète ahélie, donc vitesse de ahélie, on a trouvé égale à, comme ça, donc vitesse de ahélie, j'ai l'appelé vitesse de Ailey égale à 2pi sur 2pi a sur grand T fois 1 moins e plus 1 sur e. Si on pose, mu p égale à racine de 1 plus e sur racine de 1 moins e, et oméga p égale à 2pi sur t, on obtient donc vitesse de Ailey égale à oméga p sur ep, et vitesse de périhélie égale à oméga p fois ep, et ici j'ai créé mon tableau sur les calculs des vitesses de périhélie et à l'ordre et ahélie, et voilà, ce sont donc pour la Terre, pour le Mercure, la vitesse au périhélie est 58 km par seconde, 58 km par seconde avec des incertitudes très proches de la réalité, et vitesse de Ailey est 38. Donc, de même, pour Vénus, j'ai calculé pour la Vénus, la Terre, Mars. Donc, l'ordre de plus proche
ensoleillé, vous trouvez comme ça. Et ces résultats sont vérifiés avec les calculs donnés par la NASA. Donc, sont très, très, très proches de la réalité en utilisant la fonction que j'ai annoncée, solution de la loi de Kepler. Voilà, donc, c'est ça pour notre science aujourd'hui. Merci à tous. Voilà.